Bonjour, donc je vais vous présenter les principales questions qui sont adressées à la recherche pour optimiser la pulvérisation. Alors tout d'abord, je vais vous présenter le contexte général et les enjeux, puis ensuite les mesures et les questionnements, et pour finir par quelques conclusions présentant les principales questions de recherche. Alors, l'objectif, comme vous l'avez compris, c'est de réduire la dépendance de l'agriculture aux produits phytosanitaires, compte tenu de leurs impacts environnementaux et sur la santé, tout en maintenant une agriculture économiquement performante. La vigne est une culture consommatrice d'intrants phytosanitaires et en particulier de fongicides, comme l'a indiqué Philippe Rollet. La question est de savoir comment réduire significativement les quantités utilisées en viticulture. En fait, plusieurs leviers sont possibles. Il faut combiner les variétés résistantes, les outils de biocontrôle, faire évoluer les systèmes de culture permettant d'aller vers des systèmes de culture limitant le développement des maladies et des ravageurs. Et puis ensuite, il faut aussi réduire l'utilisation des intrants via les technologies, c'est-à-dire les agroéquipements, les technologies de l'information et de la communication, les pratiques et les outils d'aide à la décision. Et nous allons centrer notre propos sur ce point-là. Alors, nous avons mené au CEMAGREF un projet Life Environnement dans les années 2006 à 2009, et nous avons évalué les pertes environnementales lors d'une application en viticulture avec un appareil pneumatique, donc une voûte, comme disait Philippe. Alors, ce que nous avons observé par nos travaux, c'est qu'en fait, en début de végétation, nous avons, avec ce type d'appareil, 70 à 80% de pertes dans l'environnement. En pleine végétation, avec ce type d'appareil, 40 à 50% de pertes. La question qui se pose donc face à ces résultats, elle est simple, c'est comment augmenter les dépôts sur la végétation et diminuer les pertes environnementales pour réduire les doses utilisées en toute sécurité. Alors en toute sécurité, ça veut dire que dans ce cas-là, la protection phytosanitaire est maintenue et il n'y a pas de perte économique. Alors pour répondre à cette question, qui est relativement simple, il faut comprendre les phénomènes lors de la pulvérisation et donc mesurer les quantités de produits qui sont déposés sur le végétal en fonction des situations rencontrées. Il faut disposer d'indicateurs chiffrés pour analyser les phénomènes et il faut comprendre quels sont les facteurs qui interviennent sur les quantités qui sont déposées sur le végétal. Pour cela, nous avons mené des essais sur le terrain. Alors, le principe de ces essais est simple. On dépose des capteurs en PVC sur la vigne, puis on pulvérise un traceur, par exemple de la tartrazine, et ensuite, après, au laboratoire, on mesure la quantité de tartrazine par absorbance avec un spectrophotomètre. Alors, grâce à ces mesures, en fait, on peut définir une quantité déposée par unité de surface sur le végétal, que l'on exprimera en nanogrammes par décimètre carré pour 1 gramme de produit appliqué à l'hectare. Et pour nous, cette quantité est un indicateur qui permet de qualifier la pulvérisation, puisqu'en effet, c'est la quantité de matière qui va être efficace, réellement efficace. Alors, avec donc cette méthode, nous avons fait des mesures sur le terrain. Alors là, donc c'est des travaux qui ont été conduits en très étroite collaboration entre IRSTEA et l'IFV, et nous avons mené ces travaux sur une vigne large, sur des vignes menées donc avec des espacements de 2,50 m. Alors en abscisse, vous avez différentes modalités de pulvérisation, c'est-à-dire qu'on a testé différents pulvérisateurs et différentes pratiques. Et en ordonnée, on a mesuré les quantités de produits qui sont déposés, donc, comme je vous ai indiqué précédemment sur les feuilles. Alors, qu'est-ce que l'on observe sur ce graphique? C'est que, tout d'abord, vous voyez qu'en fonction des technologies, les quantités de produits déposés sont très variables. Par exemple, en début de végétation, vous avez des technologies qui vont déposer seulement moins de 200 nanogrammes par décimètre carré,
alors que d'autres technologies vont déposer 700 nanogrammes par décimètre carré. Donc il y a une grande différence de quantité déposée en fonction des technologies. Ensuite, ce qu'il faut aussi observer sur ce graphique, c'est qu'on a une grande différence des quantités déposées en fonction du stade végétatif. C'est-à-dire qu'en pleine végétation, les quantités déposées sont toujours beaucoup plus faibles qu'en début de végétation. Pourquoi? Parce qu'en pleine végétation, il y a beaucoup plus de feuilles, donc les quantités sont diluées dans la végétation. Alors, la caractéristique effectivement de la vigne, c'est qu'elles sont soit plantées avec des écartements larges, donc supérieurs à 2 mètres, soit ce sont des vignes étroites. Et ensuite, la particularité de la vigne, c'est qu'elle croît alors d'un début de végétation où il y a 0 feuilles jusqu'à une pleine végétation. Donc la surface foliaire totale de la vigne évolue énormément en fonction du stade végétatif. Et donc la question que l'on pose, c'est quelle est l'influence de ce développement de la surface foliaire sur la dose effectivement déposée. Alors la question, c'est de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas prendre en compte justement le développement végétatif et les caractéristiques physiques et architecturales de la vigne pour raisonner les doses d'application. En France, en fait, on raisonne les doses en fonction d'une dose par hectare cadastral. La dose homologuée est une dose fixe qui ne varie pas en fonction du stade végétatif. Par contre, dans d'autres pays européens, en particulier en Allemagne et en Suisse, on peut voir que la dose va évoluer en fonction des stades végétatifs. Alors, par exemple, si on prend le penthéos, qui est une molécule anti-mildiou, en vigne, en France, elle est homologuée à 2 kg par hectare tout au long de la période végétative. Par contre, en Allemagne, la dose évolue en fonction du stade végétatif, de 0,5 kg par hectare en début de végétation à 2 kg par hectare. Donc pourquoi le système n'est-il pas le même en France? En fait, si on veut raisonner justement la dose en fonction du développement végétatif de la vigne, il va falloir définir des indicateurs pertinents pour caractériser le végétal. Et une fois qu'on aura défini ces indicateurs, il faut aussi pouvoir développer des capteurs qui vont aider l'agriculteur à mesurer l'évolution de sa biomasse pour pouvoir faire évoluer la dose en fonction de cette évolution. Alors, ce sont des travaux justement que nous sommes en train de mener actuellement dans le cadre de l'UMT en utilisant un capteur LIDAR. Alors, la particularité également des traitements en vigne, c'est qu'en fait, comme l'a dit Philippe, nous avons toute une panoplie de technologies qui sont d'ailleurs liées aux différents modes de conduite de la vigne. Alors, soit des pneumatiques par le dessus, des voûtes pneumatiques, soit des appareils traitant à l'intérieur du rang, soit des panneaux récupérateurs. Et ensuite, après, on peut aussi jouer sur le type de diffuseur, c'est-à-dire, par exemple, pour les appareils qui sont équipés de buses, utiliser des buses à limitation de dérive. Donc, si on croise tous ces paramètres, il y a un certain nombre de questions qui se posent, c'est-à-dire, c'est comment, en fait, se situent les différentes technologies les unes par rapport aux autres, comment les qualifier, quels sont les meilleurs réglages des appareils, donc en fonction du développement végétatif. Pour un appareil donné, quelle est l'influence de la vitesse d'avancement, du volume par hectare, des conditions météorologiques sur les performances de l'application. Point stratégique également pour lutter contre la dérive, c'est quel type de gouttes privilégier et donc comment allier en fait les performances phytosanitaires et les performances environnementales. Ensuite, question aussi très importante, est-ce que l'on fait du bon travail en traitant une vigne que sur une seule face? Et mes collègues, donc Sébastien Codis et Adrien Vergès, répondront à ces questions. Alors, pour finir, juste 2 idées essentielles.
En fait, on a vu qu'il s'agit de définir une dose effective, c'est-à-dire la quantité qui tombe réellement sur les feuilles. Alors, cette dose effective, comment la définir? Bon, là, je pense qu'il y a un travail à mener en étroite collaboration avec les firmes phytosanitaires qui connaissent bien les modes d'action des produits. Ensuite, après, donc, les produits sont homologués en dose par hectare cadastral à l'heure actuelle. Donc, comment lier cette dose hectare cadastral avec la dose effective en fonction du développement végétatif et des technologies? Donc là, il y a une réelle question. Ensuite, après, si on veut essayer d'exprimer la dose en fonction du développement végétatif et de l'architecture de la végétation, il faut là aussi développer des méthodes et des capteurs, mais aussi il faudra faire évoluer la réglementation, puisque pour l'instant, on raisonne en dose par hectare cadastral. Donc finalement, pour un agriculteur qui va vouloir traiter, la question qui va se poser, il faut apporter, l'enjeu c'est d'apporter la dose effective la plus petite possible au bon moment et le moins de fois possible. Donc, et pour ça, donc, il faut en fait développer des outils à la décision avec une approche globale et très synthétique. Ensuite, après, pour la phase d'application, donc il faut réaliser une pulvérisation précise. Donc, mais il faut développer des technologies qui soient simples d'utilisation, qui soient fiables, qui soient robustes et qui soient financièrement abordables. Alors, ça, en fait, c'est un travail qui est en fait un travail de recherche qui est à la croisée des chemins entre plusieurs domaines. Alors, d'une part, il y a les technologies. Donc, il faut allier les connaissances sur les agroéquipements, les capteurs et les TIC. Il y a aussi ne pas oublier le volet agronomique, c'est-à-dire, en fait, l'épidémiologie. Et au final aussi, ne pas oublier les enjeux économiques et sociologiques qui vont faire que, finalement, une innovation va être prise en compte par un utilisateur. Et enfin, je finirai en disant qu'il ne faut pas oublier de mettre l'utilisateur au centre de tous ces débats. Merci pour votre attention. Merci Bernadette.